Les organismes artistiques ont toujours recherché des partenariats pour les aider à se développer, pour augmenter leurs possibilités de diffusion et de production, pour rejoindre de nouveaux publics ou partager des services et des infrastructures. Mais comment bâtir des bons partenariats pour bien réaliser des projets? Welcome to the 11th episode of At the Mic, which is offered in French. Bonjour et bienvenue à l'11e épisode de Au Micro, un balado qui vous est présenté par l'Association des consultants canadiens en art, l'Association professionnelle nationale de consultants qualifiés dans le domaine artistique au Canada. Mon nom est Victoria Steele et je suis votre hôte, consultante et présidente de l'association. Au micro, vous offre des discussions sur les questions contemporaines dans le domaine des arts et de la culture au Canada. Peut-être votre organisation envisage de conclure un partenariat avec un groupe dans un autre secteur ou envisage une collaboration à long terme avec une autre organisation dont la structure ou le mandat est très différent. Dans cette édition d'Au Micro, consultant Roger Gauthier et moi discute d'un exercice simple que les partenaires peuvent faire pour mieux se connaître et faciliter la progression des activités de partenariat. L'Association remercie le Conseil des arts du Canada pour son soutien à cette série de balados. Roger Godet est arrivé à sa pratique de consultant après une longue carrière dans le financement public des arts et de la culture. Il a débuté sa carrière artistique en tant que metteur en scène de théâtre et auteur. Il s'investit particulièrement dans le théâtre jeune public, travaillant avec le Théâtre 16e à Vancouver, le Théâtre Le Carrousel à Montréal, et le Théâtre du Son Neuf à Sherbrooke. Il était membre fondateur de l'Association des théâtres francophones du Canada, directeur artistique du Théâtre 16e, et a investi beaucoup d'énergie à développer des réseaux de tournées, des coproductions, des opportunités de co-présentation et des programmes d'animation dans les écoles. Dans les années 90, il rejoint le Conseil des arts du Canada où il a travaillé pendant 20 ans, d'abord comme agent de programme de tournée et de théâtre, puis comme chef du service de théâtre, et enfin comme directeur de la division des arts. Il a aussi travaillé au ministère du Patrimoine canadien pour le lancement de nouveaux programmes, d'abord pour le Fonds de soutien à la présentation et plus tard pour le Fonds de soutien aux espaces culturels. Et maintenant, voici notre discussion. Bonjour, aujourd'hui notre invité est Roger Godet. Alors ici Victoria Steele et je devrais dire que c'est super d'avoir une discussion avec toi aujourd'hui. Roger, on se connaît depuis longtemps dans le monde du théâtre, la diffusion, les arts de spectacle. Et Roger, avec toute l'expérience que tu as eue dans notre domaine, tu es dans une position super intéressante comme consultant maintenant de partager vos connaissances, votre expertise et quand tu as suggéré l'idée de discuter, de parler de comment bâtir des bons partenariats, alors, perspective des organismes artistiques et culturels, comment ils travaillent vraiment avec succès dans leur partenariat, pas que avec des organismes, des autres organismes culturels, mais avec les autres dans le secteur, dans les sociétés en général. Alors, peut-être tu peux commencer à partager un peu la pratique que tu as maintenant avec tes clients. Eh bien, une des choses que je fais régulièrement avec certains clients, c'est des exercices de partenariat. Et essentiellement, ce que ces exercices-là font, c'est que différentes équipes qui sont souvent très variables dans leur structure ou dans leurs valeurs ou dans leurs responsabilités, ils veulent travailler ensemble sur un projet, pour réaliser un projet, et ils font un exercice de partenariat pour faire en sorte que les projets soient bien réussis. Et ça, je fais ça à différents niveaux. Je fais ça surtout dans le contexte d'organismes du secteur privé qui veulent travailler avec le gouvernement, parce que travailler avec le gouvernement, c'est souvent complexe. Et donc, ça aide aux différents partenaires de mieux se connaître et donc que le projet se passe bien.
Donc, en faisant ces choses-là en tant que consultant, à certains moments donnés, je me dis, oh, certains de ces exercices, ça peut très bien fonctionner à l'intérieur d'un projet du secteur artistique. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est en train d'utiliser une technique que j'ai appris dans un certain contexte et je l'amène dans le contexte des arts et de la culture parce que, par mon expérience, soit au Conseil des arts ou au ministère du patrimoine, on voit que souvent, des organismes du secteur culturel, du secteur artistique, ils grandissent souvent en faisant des efforts en partenariat avec d'autres. Ça peut être à toutes sortes de différents niveaux. Ça peut être une coproduction entre différents partenaires, une coproduction entre une petite compagnie très organique qui travaille ensemble depuis longtemps, avec un organisme très structuré. On pourrait penser à comme un centre national des arts, quelque chose comme ça, pour leur permettre de grandir. Ou avec des structures dont ils sont moins familiers, comme par exemple avec le système d'éducation ou dans le système de santé ou avec d'autres organismes du secteur privé. Donc, quand il y a la possibilité de faire un partenariat avec un organisme qui n'est pas exactement comme la vôtre ou que vous ne connaissez pas depuis longtemps, comment se préparer à bien réussir un partenariat? Ça fait que c'est un peu ça l'idée que j'ai apportée en disant, bien, on pourrait parler de partenariat, surtout que de nos jours, des partenariats sont de plus en plus communs. Oui, je suis d'accord. Les partenariats, ça existe depuis toujours dans un sens, les coproductions dans le monde du théâtre, par exemple. Mais maintenant, le Conseil des arts du Canada et pas mal d'autres reconnaissent la valeur vraiment de notre secteur artistique de collaborer avec les autres secteurs pour avancer le bien-être de la société en général. Je ne sais pas, pensons dans le secteur de la santé ou quoi d'autre. Mais même si on reste toujours dans le secteur culturel, ça me fait penser aux coproductions. Quand j'étais au CNA pendant presque 20 ans, et pendant cette période-là, de la part de la direction artistique, j'ai négocié un tas de coproductions entre des petites compagnies indépendantes qui n'ont pas beaucoup de ressources et nous, au CNA, qui avaient pas mal de ressources. Comment créer un partage pas juste équitable, mais très respectueux? Parce que peut-être les valeurs même sont peut-être un peu différentes. Alors, pour moi, c'était toujours un point de départ pour la direction artistique à dire, hey, est-ce que ça, c'est vraiment un partenariat où on partage les mêmes visions, les mêmes valeurs? Alors, c'est facile à dire, OK, oui, on va travailler ensemble, mais des fois, ça devient compliqué. Alors, comme j'ai suggéré l'autre jour en préparation pour cette discussion, quand le CNA est entré dans une coproduction avec la Royal Shakespeare Company en Angleterre, on avait l'idée, OK, que peut-être c'est nous qui étions le moins expérimentés. C'était pas vrai parce qu'on faisait une création et c'est les Canadiens qui avaient plus d'expertise dans le monde de création que compagnie bien établie en Angleterre qui fait de Shakespeare. Alors, c'est super intéressant même de savoir si on pense qu'on est prête ou, tu sais, de découvrir, oh, ben, il y a plus de choses à réfléchir qu'on n'a même pas pensé. Oui, et c'est essentiellement ça l'exercice que j'apporte aujourd'hui. C'est un exercice très simple, mais le but de l'exercice, c'est que les partenaires se connaissent mieux et qui entrevoient les possibilités de soit des mesures d'atténuation si jamais il y a des différences dans la façon de faire, ou de mieux connaître la structure pour faire en sorte que, point de vue de la communication, on sait à qui parler s'il peut avoir un problème qui surgit. Ah, comment régler ce problème avant que ça devienne plus grand? Donc, l'idée, c'est de régler au plus vite les problématiques qui peuvent surgir entre les partenaires qui sont impliqués dans soit une production, soit qui partagent une infrastructure. Donc, êtes-vous en train de partager une infrastructure avec un autre partenaire qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs, mais qu'entre vous, c'est une entente très positive point de vue des services que vous pouvez vous offrir. Donc, il y a des raisons d'infrastructure, il y a des raisons économiques, il y a des raisons de peut-être il y a une affinité dans les directions artistiques ou dans les buts artistiques. Donc, il y a différentes raisons à avoir des partenariats, mais c'est de bien se connaître
et bien connaître c'est quoi les attentes, les défis qu'on va faire face à l'intérieur de cet exercice de partenariat, qui peut être très court terme, si c'est peut-être juste une coproduction, ou à très long terme, si par exemple c'est un échange de services ou le partage d'une infrastructure. Roger, c'est intéressant parce que de plus, il existe différents types d'activités de partenariat. Enfin, il existe un large éventail de niveaux d'engagement, des engagements où c'est une vraie collaboration, même une intégration, si on peut imaginer, où les projets de partenariat, c'est juste une corporation. Et ben, des fois, il y a des rivales. Alors, dans cette situation, bien sûr, des partenariats, ça ne marche pas très bien si on est des rivales. Alors, l'approche est très différente. Ça dépend. Tu parlais du niveau de connaissance, si on se connaît bien, mais aussi de la nature des relations. Oui, parce que, évidemment, faire un exercice pour bien développer un partenariat, c'est pas quelque chose qu'on fait si on est en tournée puis on rencontre des diffuseurs. Ce sont des partenaires, oui, mais c'est des partenaires à très court terme. Et tout ce qui se passe entre ce type de partenaire et l'organisme elle-même n'est pas assez à long terme pour faire un exercice de ce type. C'est plus dans un projet plus à long terme. Et donc, oui, une intégration, est-ce que oui, on va intégrer deux organismes suffisamment leurs activités pour habiter un même lieu, utiliser un même centre de production, des choses comme ça, ou d'autres services qui peuvent être partagés. Mais quand c'est vraiment un partenariat plus au niveau des choses à court terme, c'est pas la peine de faire ce type d'exercice-là. Mais quand on veut établir une relation plus à long terme et on veut grandir à travers cette relation-là, ça vaut la peine de faire un exercice pour mieux se connaître. Et c'est un peu ça dont je veux donner un peu plus de détails aujourd'hui parce que c'est assez simple. Et ça donne un bon résultat pour le projet lui-même et pour l'organisme qui emploie ce type d'exercice. Ah oui, c'est vrai. Ça fait une grande différence entre les projets à long terme et à court terme. Ah, je comprends. Alors, est-ce que les outils dont tu parles sont des types de contrats ou des gabarits d'entente ou qu'est-ce que vous suggérez? Tout partenariat c'est important de le mettre sur papier. Premièrement, c'est quoi? Ça peut être un protocole d'entente, ça peut être un contrat, ça prend toute forme qui serait nécessaire dépendamment du partenariat. Cependant, l'exercice dont je parle, c'est après le contrat. Et ce n'est pas le contrat. C'est comment on va travailler ensemble pour réaliser ce qui est dans le contrat. Donc, oui, première étape, mettez sur papier en aussi grand détail quels sont vos objectifs et qui fait quoi dans le contrat. Donc, ça, c'est une première étape. Donc, on a un contrat, mais la dernière chose qu'on veut, c'est avoir à ressortir le contrat et dire « Ah, c'est écrit là, c'est vous qui faites ça, c'est pas nous. » C'est pas ce type d'intervention qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est régler les questions avant qu'on ait à sortir le contrat puis examiner ce qu'on a dit au début. Donc, comment faire en sorte que ça se passe bien, que les gens s'entendent, qu'il n'y a pas de friction. Donc, c'est un peu ça le but de l'exercice que je propose. Et ce n'est pas un exercice complexe, c'est un exercice que tout organisme peut faire. On peut aller chercher l'aide d'un consultant. Oui, la neutralité du consultant et peut-être ses capacités de facilitation sont un appui au succès de l'exercice, mais tout organisme peut faire. Donc, c'est très simple et je veux un peu parler de c'est quoi les objectifs. C'est essentiellement permettre aux participants d'apprendre à mieux se connaître. Donc, l'idée, c'est de rassembler, et ça peut se faire virtuellement, ça se peut faire lors d'une réunion de production. On rassemble les deux équipes. On fait un exercice pour les permettre de mieux se connaître. Ensuite, on veut établir et faciliter la communication entre les intervenants. Pourquoi? Parce qu'il faut que s'il y a une question, s'il y a une friction, un enjeu qui se produit, qu'on sache qui appeler pour le régler le plus rapidement possible. Ensuite, on veut clarifier les besoins pour que les deux partenaires ou les 3 partenaires ou les 4 partenaires comprennent bien les enjeux des autres et c'est quoi les attentes par rapport à ces enjeux. Parce que c'est pas juste de savoir, ah, ben ça, c'est un enjeu pour vous, c'est de savoir
quand vous allez vivre cet enjeu-là, c'est quoi vos attentes par rapport aux partenaires qui sont ici rassemblés aujourd'hui? Et est-ce que ces attentes-là sont raisonnables? Donc, il y a un exercice qui est essentiel, c'est de clarifier c'est quoi les besoins, les attentes et si ces attentes-là sont raisonnables. Ensuite, proposer des solutions et des mesures d'atténuation pour des enjeux qui vont probablement surgir. Donc, dans l'horizon sur la durée du projet, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut potentiellement arriver? Et comment on met en place des mesures d'atténuation pour faire en sorte que, quand ça arrive, que ça se passe bien. Et essentiellement, à la fin, on établit ce qu'on pourrait dire une hiérarchie de résolution de problèmes. On dit, ce problème-là, il peut être résolu par telle personne, sinon cette personne-là se tourne à la prochaine personne dans l'hiérarchie de décision pour avoir le go, pour avoir la décision qui doit avoir lieu pour résoudre ce problème-là. Et si cette personne-là ne peut pas le faire, c'est quoi l'ultime personne dans l'hiérarchie qui est nécessaire d'intervenir pour que ça se résolue? Donc, c'est ça les différentes choses qu'on fait dans cet exercice-là. Si c'est 2 équipes, ça peut se faire dans quelques heures. Des fois, ça prend une matinée. Des fois, si c'est un projet plus complexe avec plus d'équipes, on peut faire ça sur la longueur d'une journée pour permettre en sorte que les gens puissent mieux se connaître, qu'on puisse bien explorer les enjeux qui s'en viennent et comment fonctionnent les différentes structures. C'est intéressant parce que souvent, on a une idée d'un projet, si on parle court terme, mais c'est la même chose peut-être long terme. On a une idée, OK, un projet, on va faire ensemble et on va vite déterminer des éléments du contrat, si on peut dire. Et avant de prendre le temps à se faire connaissance, d'explorer c'est quoi tous les enjeux potentiels. Et je pense que tout le monde expérience en négociation des projets, par exemple. Le nombre de temps que probablement on entre dans les négociations avant de prendre le temps. Alors, tu suggères qu'il y a un rôle pour un facilitateur. Et normalement, on n'a pas cette personne. Et on a les 2 parties ou les 3 parties, ça dépend du nombre de partenaires. Alors, peut-être tu peux parler un peu plus du rôle de facilitateur, la personne qui fait l'animation de cet exercice. Oui. Donc, disons qu'on rassemble les joueurs et ça peut se faire virtuellement. On rassemble les joueurs. Essentiellement, ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un de neutre qui fait parler les gens. Parce que peut-être les gens vont dire, moi, mon gros enjeu, c'est X, mais ils ne le feraient pas nécessairement dans un forum ouvert. Donc, le facilitateur peut, premièrement, passer les gens en entrevue. C'est quoi vos gros enjeux? Ensuite, quand les gens sont face à face, le facilitateur, il est neutre. Il fait en sorte que tout le monde puisse parler, que quand une personne dit « voici mon attente », que le facilitateur peut se virer de bord et dire « est-ce que c'est une attente raisonnable » en intervenant auprès des autres partenaires. Et donc, le facilitateur, il est dans le milieu. Les gens ne sont pas en train de s'affronter, ils sont en train de s'expliquer c'est quoi leurs attentes et on a besoin de savoir est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ça peut fonctionner? Oui. Et donc, le rôle du facilitateur, c'est vraiment être entre les parties pour faire en sorte que l'information se passe bien, que les gens disent ce qu'ils ont à dire, ils vont au fond de leur pensée et qu'on vérifie constamment que l'écoute est en train de se passer chez les partenaires et qu'eux sont capables de dire « OK, on comprend votre attente, oui, on peut faire ça » ou « ça va être difficile, il faudrait savoir d'avance » ou au moins, il y a une discussion qui s'entame et que le rôle du facilitateur, c'est de faire sortir l'information pour que ça soit bien entendu et vérifier que le message est reçu de l'autre côté quand quelqu'un dit « on a besoin de ça, c'est ça notre attente ». Alors, c'est pas qu'une bonne idée, le projet, qu'il y a une façon d'explorer comment vraiment réaliser. Je pense toujours aux diffuseurs. Je tombe encore une fois dans le monde du théâtre, la tournée. Mais on a des diffuseurs qui disent, OK, on a un jour pour faire le montage et après la représentation. Et si on a la direction technique ou direction de prod dans la salle, ils vont dire, non, on a besoin de plus. Et ça c'est OK, un autre exemple d'un projet, mais
les discussions, ça peut arrêter finalement là et de ne pas avancer. Et alors, de découvrir les enjeux importants très, très tôt dans le processus, ça sauve beaucoup de temps et d'énergie et même d'argent. Oui. Et l'autre chose, c'est que ça crée une ambiance de travail d'équipe. Parce que les gens, et souvent je dis ce qui est important des exercices de partenariat, c'est les pauses. Les pauses que les gens vont prendre un café ensemble, les pauses que les gens vont luncher ensemble, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que, oui, un côté de la table peut dire, ben, c'est un gros enjeu pour nous, et l'autre côté de la table peut dire, ben, on n'avait vraiment pas pensé à ça, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Et ils s'en vont en pause, et ça se règle en pause. Les gens se parlent. C'est un moment où ce que les gens se connaissent mieux, peuvent se parler. Donc, 3 étapes. Première étape, les gens se présentent et parlent de leurs valeurs. C'est quoi leurs valeurs en tant qu'organisme? Deuxième étape, ils parlent de, OK, c'est quoi les défis qu'on a dans cette production-là ou dans ce projet-là ou dans ce partage de services ou ce partage d'infrastructures? C'est quoi les problèmes qui peuvent surgir? Et c'est quoi vos attentes? Quand un problème va surgir, c'est quoi vos attentes? Et à ce moment-là, encore une fois, ce qui est important, c'est de dire, est-ce que cette attente-là est raisonnable ou non? Et ça, c'est la deuxième étape, c'est les attentes. Ensuite, c'est quoi les problèmes qui vont surgir? OK, y a-t-il quelqu'un qui va dire, oh, une pandémie ou quelque chose comme ça? Comment qu'on va se préparer comment qu'on va réagir lorsque ça arrive? Et donc, qui fait quoi? Donc, un exercice de qui fait quoi, c'est un enjeu. Et tous les gens autour de la table peuvent dire, cet enjeu-là peut arriver, ceci peut se passer, etc., etc. La dernière étape, c'est de dire, on prend une feuille devant tout le monde et on dit, OK, pour chacun des équipes, à qui on parle en premier? Si on n'a pas la résolution avec ce premier intervenant, c'est qui le deuxième? Et si on n'a pas la solution à ce deuxième intervenant, c'est qui le troisième? Donc, on établit ce qu'on pourrait dire, c'est une hiérarchie d'intervenants. Et ce qui est important, c'est qu'on dit en combien de temps on peut s'attendre d'avoir une réponse. Ce n'est pas peut-être la semaine prochaine, c'est en dans de 24 heures, je vais te revenir, je vais te dire voici ce qu'on va faire. Soit on va avoir une résolution pour le problème, ou on va vous dire c'est quoi la prochaine étape par exemple, si on va vers un deuxième intervenant parce que c'est plus gros qu'on pensait, ça occasionne des coûts supplémentaires, ça va changer l'horaire, donc on va vers un autre niveau d'intervention. Mais ce qui était essentiel de savoir, c'est que tout le monde autour de la table sait qu'ils doivent répondre rapidement, savent à qui ils doivent parler et à la fin de la réunion, on partage les coordonnées de toutes les personnes importantes qui sont sur cette hiérarchie d'intervention. Donc, ce sont les 3 étapes. Et ce n'est pas un processus qui est long. On essaie de garder ça léger. On a toujours une pause au milieu où les gens peuvent se parler, se raccorder. Et essentiellement, à la fin de cette rencontre-là, les gens savent qu'ils peuvent se parler. Ils savent c'est qui, quand ils croisent quelqu'un dans le corridor, ils savent c'est qui, ils peuvent téléphoner ou texter ou envoyer un courriel. Ce n'est plus des étrangers, c'est des gens qui sont prêts à travailler en équipe. Et ça fait en sorte que la majorité des petits problèmes vont se régler rapidement et ne deviendront pas des gros problèmes. Je comprends comment ça pourrait bien marcher pour les projets à plus ou moins court terme. Mais ça me fait réfléchir à un projet de long terme dont je suis en discussion avec un client maintenant. On a plusieurs organismes qui cherchent à créer et partager un lieu. Et ça, c'est vraiment un projet de long terme. Et la question que tu as soulevée pour le départ de cette discussion, c'est valeurs. Quelles sont nos valeurs? Et est-ce qu'on partage des valeurs? Et pour une initiative de long terme, comme un partage de lieu, la question de valeurs, est-ce qu'on partage des valeurs et les façons de travailler? Et bien sûr, finalement, la gouvernance d'une initiative comme ça, alors, j'imagine qu'il faut investir beaucoup plus de temps pour une discussion comme ça, pour cette découverte, si je peux dire, comme ça, n'est-ce pas? Oui, et le début de l'exercice, c'est toujours, c'est qui les gens autour de la table et c'est quoi les valeurs?
de nos organismes respectifs. Donc, il y a un exercice des valeurs qui est dans ce qu'on pourrait dire la présentation des joueurs. Les joueurs arrivent, ils disent, voici nos valeurs. Mais dans l'exemple d'un projet à long terme, ça se peut refaire cet exercice-là à mi-temps de l'engagement, par exemple. Ça fait qu'on a des projets qui s'étendent sur 4 ans ou 5 ans et les joueurs peuvent changer. Et donc, on en fait une au début et 2 ans plus tard, les gens me font revenir pour en faire un deuxième. Pourquoi? Parce que les joueurs ont changé, c'est plus le même directeur, c'est plus le même, on pourrait dire, directeur général ou directeur artistique, ou le mandat ou la situation de l'organisme a changé. On veut rassembler les joueurs et se dire, bon, les valeurs n'ont pas changé, est-ce que les structures ont changé? On se pose des questions et on continue à vouloir travailler ensemble et avoir les moyens de le faire d'une façon harmonieuse. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire l'exercice au début du projet, mais pour un projet à long terme, ça peut se faire aussi à un mi-temps ou après une année, ou si les choses, comme par exemple, on est en train de partager un immeuble et on doit faire un gros projet de rénovation, des choses comme ça où oui, le travail partagé et le travail en équipe va être important pour bien passer à travers le projet. Donc, ces choses-là, le faire régulièrement, ça aide. Ceci n'empêche pas qu'il y a des joueurs champions à l'intérieur des équipes. On a tous rencontré en quelque part dans notre vie un directeur technique qui est vraiment extraordinaire. Il sait toujours qui appeler, quand, etc. C'est merveilleux d'avoir ces gens-là. Mais si un organisme veut grandir et veut aussi consolider son équipe, aider son équipe à savoir comment jouer dans la cour des grands, bien, faire des exercices de ce genre, ça n'empêche pas le beau travail du directeur technique ou un régisseur qui est très, très talentueux où on partage bien les informations et on assure que tout va d'une façon très harmonieuse. Mais faire ces exercices-là, faire en sorte que toute l'équipe commence à grandir. Donc, l'équipe grandit, ils vont apprendre comment jouer dans la cour des grands et ça va consolider les façons de prendre des décisions de l'équipe elle-même parce qu'ils doivent y réfléchir et le partager. Donc, il y a des bénéfices pour l'équipe, il y a des bénéfices pour le projet et ça peut se faire à différentes étapes dans un projet plus à long terme. Oui, et dans l'exemple que je viens de partager avec plusieurs organismes qui cherchent à créer un lieu ensemble, on n'avait pas identifié cette idée d'avoir un facilitateur neutre comme tu décris avant. Alors, c'était que les joueurs autour de table qui essaient de régler des choses, des questions eux-mêmes. Et on peut imaginer dans n'importe quel organisme, si c'est un petit projet ou un projet de long terme, que des organismes eux-mêmes essaient de faire eux-mêmes, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise en animation, facilitation, mais qui sont aussi pas une position vraiment d'être neutre. Alors, je me demande, qu'est-ce que tu penses de l'idée de les gérants de prendre un peu de formation pour le faire eux-mêmes, au contraire qu'engager quelqu'un de tiers qui est neutre? Dans toute discussion de groupe, vous allez avoir les gens qui ont plus de pouvoir, donc il y a toujours un enjeu de pouvoir dans le groupe. Et deuxièmement, il y a toujours les personnalités qui sont mieux outillées pour passer leur message que d'autres. Ce qui arrive, c'est qu'on va chercher une animation neutre dans ces situations-là, l'animateur peut aller chercher les gens qui participent moins dans la discussion, qui s'assurent que leurs enjeux sont exprimés et qui fait en sorte que les gens qui sont plus dominants dans une discussion ont la même opportunité d'intervenir que les autres. Et donc, ça rabaisse la dominance et ça le ramène à un niveau d'équipe. Donc, ce n'est pas nécessairement une formation, c'est juste de savoir, bon, voici les étapes à travers lesquelles on veut passer. C'est 4 étapes qui vont nous permettre de mieux travailler en partenariat et de s'assurer, comme tout bon facilitateur, que tous les joueurs aient l'occasion de s'exprimer et qu'il n'y ait pas une dominance dans la discussion par certains joueurs. Oui, c'est ça le risque si on n'a pas une partie indépendante ou neutre de cet équilibre de pouvoir. Et c'est quelque chose de mon expérience au CNA.
On Mhm. était le théâtre avec beaucoup de ressources, là, tu sais, et on collabore avec les plus compagnies indépendantes qui n'ont pas beaucoup de moyens, de vraiment, ben, on essayait beaucoup d'être très conscient de cette manque d'équilibre. Mhm. Alors, je peux imaginer, ça dépend les personnes autour de table. C'est comme tu viens de dire que des fois, les joueurs changent. Les joueurs, ça fait une différence. Mhm. Qui sont les joueurs? Oui. Alors, quand tu animes des discussions et ces exercices, quels sont les autres aspects à surveiller? Tu as parlé de questions de pouvoir, mais quels sont les autres aspects à surveiller? J'aime bien faire des entrevues avant quand j'anime. Pourquoi? Parce que je veux connaître les joueurs et je veux aussi savoir, et dans un contexte d'une entrevue individuelle, ils ont tendance à plus parler et à cœur ouvert. Et donc, ils vont dire quelque chose qu'ils ne diraient pas peut-être en groupe. Cependant, en tant qu'animateur, tu peux amener le sujet d'une façon neutre. Et donc, le sujet surgit, les gens commencent à parler, la personne amène ses perspectives. Et donc, l'idée, c'est qu'avec un petit peu de recherche avant, on peut avoir une discussion plus complète. Mais essentiellement, c'est de comprendre les différences qui est important. Et donc, l'exemple que vous soulevez du CNA, moi-même, j'ai eu ce problème-là en tant que petit organisme qui avait comme une façon de travailler très organique, qui arrive au CNA. Oups! C'est une salle IATSE, qu'est-ce que ça veut dire, et cetera, et cetera. Et donc, soudainement, on est confronté à toute la mécanique, à qui on parle, OK, je me souviens pas du nom du technicien en chef qui était à l'époque, mais qui avait très, très bien géré ça. On n'a pas senti qu'on était comme pas à notre place dans la salle. On s'est senti très confortable, mais en même temps, il fallait rapidement apprendre comment travailler avec une équipe IATSE. Et si on nous avait dit auparavant, bon, voici des choses qu'il faudrait faire attention, OK, on serait rentré là avec beaucoup plus de confiance. On aurait su à quoi nous attendre. Et on nous aura peut-être évité de prendre des décisions d'une façon très organique et ensuite arriver avec oh, on veut changer ça à dernière minute. Bon, on aurait peut-être appris à mieux travailler avec cette équipe-là, mais comme c'était là, c'était une personne qui a bien fait que ça se passe, au lieu de toute l'équipe a bien fait que ça se passe d'une façon harmonieuse. Mhm. Et ça revient, pour moi, ça revient encore aux valeurs, parce que je me souviens, j'étais au CNA, on était bien au courant que la majorité des compagnies avec lesquelles on travaille, c'était des petites compagnies. Alors, une de nos valeurs, une de nos priorités, c'est de vraiment faire la bienvenue, d'avoir un vouloir de bienvenue de l'esprit de n'importe quelle compagnie. Alors, c'était pas juste une personne, c'était tout le monde qui était la direction, qui a dit, OK, tout le monde, c'est super important que toutes les compagnies, tous les artistes ici, ce sont les bienvenus. Même leurs différences. Et nos différences. Hein. Oui. Alors, je pense que ça, c'est un bon exemple assez pratique. Mais on peut imaginer les situations plus complexes. Alors, finalement, quand tu parles de cette approche de bâtir de bons partenariats, qu'est-ce que tu penses sont les vrais bénéfices de cette approche? Eh bien, généralement, les bénéfices sont que le projet se passe mieux, essentiellement. Mais l'idée de les bénéfices pour l'organisme, pour tous les organismes autour de la table, pour eux-mêmes, c'est cette notion de bien comprendre comment les autres structures autour d'eux travaillent. Donc, la notion de travailler ou, allez, patiner sur la patinoire des grands, un peu cette idée-là, ou comprendre comment travailler à l'intérieur du système de santé, ou comprendre comment intervenir dans le milieu de l'éducation, etc. Ces choses-là, ça s'apprend et que ça vous bénéficie à long terme dans votre développement parce que l'organisme va savoir, ah, ben, on peut établir un partenariat avec ce groupe-là, on sait comment que ça fonctionne, on va bien se préparer. Donc, il y a un bénéfice sur le développement. Apprendre à travailler en partenariat avec d'autres organismes bénéficie l'organisme dans son développement, dans son épanouissement, dans le développement de ses réseaux de tournée, dans le développement de son infrastructure, dans le développement de l'accès qu'elle peut avoir à différents services. Il y a toutes sortes de bénéfices à savoir bien jouer avec les autres. Donc, ça revient à ça. Mais
à l'intérieur du projet lui-même, il va y avoir des relations de travail plus positives, les gens vont bien s'entendre. Ça va aussi maximiser l'accès à la connaissance des différents joueurs parce qu'on sait à qui faut s'adresser quand on a une question. Et donc, il va y avoir une réduction du nombre de communications manquées parce que oui, on a téléphoné la mauvaise personne qui dit « Qu'est-ce que c'est quoi cette question-là? » Ça va être plus souvent la bonne personne et ça va réduire l'administration parce que là, on sera moins en train de faire des réunions pour résoudre des petits problèmes qui ont déjà été résolus. Et finalement, les conditions vont être plus favorables à la réussite du projet. Et l'ambiance autour du projet va être très positive, qui peut stimuler les groupes qui sont impliqués dans le projet. Et donc, la prochaine fois qu'on s'approche de ce partenaire-là, il va dire « Ah, la dernière fois, ça a bien été. S'il vous plaît, revenez jouer dans notre cours. » C'est vrai que c'est un peu ça. Et donc, l'exercice, c'est un exercice tout simple qu'on fait ensemble, en équipe. Ça peut être une matinée, ça peut être 1 heure à l'intérieur d'une réunion de production, une rencontre. Mais on étale c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les attentes et qui on appelle quand on a un problème. Et avec cet outil-là et cet exercice-là, ça va être beaucoup plus harmonieux à travers tout le projet. Et finalement, on a un contrat sur papier que tout le monde est prêt à respecter, tu sais, et s'il y a des problèmes, nous savons à quoi faire pour résoudre les problèmes. Et finalement, comme tu viens de dire, on verra plus de partenariats. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de travailler en collaboration, n'importe quelle sorte de modèle de partenariat. On a vraiment besoin de collaborer, mieux collaborer pour réussir avec notre travail. Exactement. Et donc, je crois que dans les prochaines années, on va voir plus de partenariats. Et si les gens s'organisent bien, font un exercice pour bien connaître les autres, ça va bien se passer. Ah, super. Ben, merci beaucoup pour la discussion, Roger. Je peux imaginer une discussion plus longue, même des formations. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Victoria. Anytime, OK? Au revoir. Bye. Et c'est ainsi que se termine notre 11e épisode Au micro, un balado de consultants canadiens en art. Pour obtenir des renseignements sur l'association et ses membres, veuillez consulter notre site web à l'adresse artconsultant.ca. Pour nous faire part de vos commentaires ou de vos questions sur tout ce que vous entendez dans cette série de balados, veuillez nous envoyer un courriel à podcast@artconsultant.ca. Et n'oubliez pas de consulter nos notes d'émission dans ce balado pour connaître les liens mentionnés pendant l'émission. Merci beaucoup de vous joindre à nous chez Au Micro. N'oubliez pas de vous abonner à ce balado chez YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou partout où vous trouvez vos podcasts préférés. Jusqu'à la prochaine fois et encore merci de nous avoir écoutés.